J'en en viens à ce nouveau tour de vis de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle. Le deuxième volet de l'IA Act entre en vigueur aujourd'hui. Il concerne cette fois les modèles à usage général comme ChatGPT. Parmi les mesures, on retrouve notamment le respect des droits d'auteur, la certification de l'origine des contenus, mais aussi l'interdiction de piller les données et de relayer des propos haineux. On en parle avec vous, Hubert Etienne. Bonsoir, vous êtes chercheur et entrepreneur, enseignant en éthique de l'IA à Sciences Po. Ce texte qui entre en vigueur aujourd'hui est considéré par les experts comme étant l'un des plus ambitieux au monde dans le domaine. Est-ce qu'il répond correctement, selon vous, aux problèmes que l'on peut rencontrer avec l'IA? Alors, merci de nous recevoir. Effectivement, la question, c'est celle de l'objectif et est-ce qu'il y répond bien? L'objectif du texte, il est simple, de façon générale, c'est garantir les droits fondamentaux des Européens sur les outils d'IA. Donc, il y a un certain nombre de cas d'usage qu'on veut éviter, notamment autour de la reconnaissance faciale, de discrimination. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait scandale dans les précédentes années. On veut éviter ça sur le territoire européen. Comment est-ce qu'on s'y prend? On s'y prend tout simplement en classant les différents types de modèles par dangerosité. Il y en a qui comportent des risques inacceptables, d'autres des hauts risques, des risques plus faibles. Et en fonction de ça, on va avoir des exigences qui varient selon le niveau de risque, mais aussi selon si vous déployez des outils ou si vous les développez. Donc, de cette façon-là, c'est une approche qui est plutôt rationnelle, je dirais. Maintenant, à voir ce que ça donne sur les années à venir. Et est-ce qu'il est important, dans tous les cas, selon vous, de réguler l'intelligence artificielle? Alors ça, pour moi, c'est une question qui est réglée, c'est tout à fait évident. Je vous prendrai juste un cas, vous connaissez comme moi Elon Musk qui disait il y a quelques années, «L'IA, c'est quand même la chose la plus dangereuse de l'humanité». Il y a quand même toute une communauté de recherche qui pense que ça peut potentiellement anéantir l'humanité. Alors sans jouer les Cassandres, je pense que ça représente quand même un certain risque et évidemment, il faut une régulation adéquate. La question, c'est quel type de régulation on doit mettre en place. De façon beaucoup plus concrète, on a un certain nombre d'exemples. Vous en avez un très connu qui s'appelle Compass aux États-Unis, qui est un algorithme qui donne des scores de récidive en fait à des prévenus de cours de justice et qui était reconnu comme étant biaisé envers les personnes noires américaines. Donc, vous avez des questions d'équité pour nos concitoyens qui sont nécessaires. Puis vous avez un certain nombre d'autres cas, peut-être moins connus, mais notamment sur le recrutement, des algorithmes qui servent à recruter des profils. Et on connaît ce qu'on appelle les biais algorithmiques. Ce sont des mécanismes qui font qu'on peut recruter peut-être plus d'hommes que de femmes sur certains postes. Donc voilà, il y a en tout cas cette nécessité de pouvoir rentrer dans les outils, de pouvoir les auditer de façon claire et précise pour s'assurer qu'ils traitent à peu près tous les citoyens de la même façon. Ça, c'est vraiment dans le cœur du texte. Grâce à ce code de bonne conduite donc, qui entre en vigueur aujourd'hui, on imagine que le développement de l'IA va se faire de façon plus responsable, mais est-ce qu'il ne va pas être freiné également? Alors ça, c'est la grande question qui nous oppose aux Américains, bien sûr. Les Américains qui considèrent qu'en Europe, on pense qu'à réguler, on ne sait faire que ça, alors qu'eux libèrent l'innovation. Bon, autour de ça, c'est évidemment plus compliqué. Je dirais qu'en Europe et a fortiori en France, parce qu'on est quand même la grande puissance de recherche en intelligence artificielle d'Union européenne, on a quand même une vision, on a une priorité qui va sur la protection des citoyens. Alors effectivement, on pourrait aller très vite et faire fi de tous ces cadres-là. Je pense que c'est important déjà pour le long terme et ensuite parce que c'est la responsabilité de l'État que de protéger les droits des citoyens. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un certain nombre d'exemples qui montrent qu'on peut faire n'importe quoi avec de l'IA. Je pense que c'est important de ne pas rentrer là-dedans. Donc, je pense qu'il y a un enjeu à long terme. Le deuxième point, pour moi, il n'est pas tant sur les règles qu'on met en place. Alors, effectivement, ça peut être assez contraignant pour les très gros acteurs, pas pour l'essentiel de l'écosystème. Pour moi, il y a deux points d'attention. Le premier, c'est ne pas rentrer dans une bureaucratie. Vous savez qu'il y a il y a un certain nombre d'exigences, par exemple, de ce texte qui se rapportent au fait de documenter des tests qu'on va mener sur ces algorithmes-là. Donc, si ça devient trop bureaucratique, ça peut étouffer en effet l'écosystème. Ça, c'est peut-être mon premier point. Et le deuxième, c'est est-ce qu'on a les solutions aujourd'hui pour pouvoir appliquer l'intégralité du texte? Je vous donne un exemple sur les audits. Il faut auditer ces algorithmes-là, des audits techniques. On n'a pas forcément tous les outils aujourd'hui d'un point de vue de recherche, mais aussi pour nous accompagner sur ces outils-là. Vous avez une start-up qui s'appelle Giscard qui travaille là-dessus en France, mais ils sont assez peu sur le domaine. Et puis même chez nous, à Quintessence, on travaille sur de la formation. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui font la formation nécessaire pour accompagner les acteurs sur ce type de problématiques. Donc il faut aussi développer un écosystème qui permette de souscrire en fait à ces obligations. Qui sera chargé justement de contrôler la bonne application des règles voulues par l'Union européenne?
Alors, vous avez un office européen qui s'appelle l'European AI Office, tout simplement, qui veille à ça, donc qui est aussi l'interlocuteur de référence pour l'intégralité de l'écosystème, entre les écosystèmes de recherche, les écosystèmes industriels et les régulateurs. Donc, c'est vraiment l'office européen qui va déployer parmi ces missions, vraiment, il y a vraiment la question de déployer les actes et d'en préciser les règles. Et puis ensuite, vous avez des relais nationaux. Alors en France, le délégué national n'a pas encore été officiellement nommé, mais on se doute qu'il va être en lien notamment avec la Direction générale des entreprises, qui est très proche de ces dossiers-là. Et alors les modèles d'IA, ils sont prêts à se plier à ces nouvelles contraintes. Manifestement, le géant Meta s'y oppose. Je cite l'un de ses patrons: l'approche incohérente, restrictive et contre-productive de l'Union européenne en matière d'IA contraste fortement avec le leadership pro-innovation du président Trump. C'est l'une de ses déclarations. Alors, on s'oppose un petit peu avec le leadership du président Trump. Ça, je pense que c'est une surprise pour personne. On n'est pas forcément aligné à ce niveau-là. Je pense que ça n'aurait échappé à personne également qu'il y a des enjeux diplomatiques aujourd'hui, notamment autour de l'IA, mais entre l'Union européenne et les États-Unis. Il y a des divergences, hein, sur la vision à adopter. Et je pense que voilà, c'est un sujet parmi d'autres en fait qui rentre dans ce jeu-là. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'effectivement, on n'a pas forcément toutes les solutions aujourd'hui pour l'appliquer d'un point de vue de recherche et de développement. Donc, les chercheurs travaillent dessus, notamment sur les enjeux de transparence et d'explicabilité des modèles. On ne s'entend pas sur tout, on n'a pas toutes les solutions, mais on y travaille. Maintenant, ce que je peux vous dire également, c'est que sur ce que demande l'EA Act, c'est quand même beaucoup de bonne foi, c'est-à-dire montrer qu'on essaie de faire les choses bien. Ça ne veut pas dire tout faire parfaitement, puisqu'il y a encore des questions non résolues côté de la recherche, mais c'est de montrer que les choses sont faites sérieusement. Et ça, je pense qu'effectivement, l'essentiel des acteurs peut le faire, a fortiori les très gros acteurs qui ont des équipes très significatives pour travailler là-dessus et qui y travaillent depuis déjà longtemps. Pour en revenir au modèle américain ou chinois, il y a vraiment un choc de plusieurs mondes en ce moment en matière d'intelligence artificielle. Alors un choc de différents mondes, je ne sais pas. En tout cas, il y a des acteurs qui émergent effectivement. Les Chinois ont été très forts ces derniers mois, a fortiori autour de l'AI Summit qu'on avait en France. Ils ont fait beaucoup de communication autour de leur modèle. Voilà, donc je dirais qu'il est important aujourd'hui. Il n'est pas apparu comme étant l'IA est apparu comme étant un sujet vraiment national et souverain. C'est pour ça qu'on est content, par exemple, d'avoir Mistral en France, qui est un acteur souverain en Union européenne. Les Américains sont très contents d'avoir l'essentiel de l'écosystème, qui a été rappelé la semaine dernière dans les executive orders du président Trump. Donc chacun a vraiment un agenda en IA, ça c'est très très clair. Maintenant, je pense que les visions spécifiques se dessineront dans les prochaines années. Aujourd'hui, il est un petit peu tôt pour comprendre exactement quelle est la stratégie, je dirais, nationale. On connaît les stratégies des entreprises, on connaît moins la stratégie nationale d'un État et sa vision sur l'IA. Merci beaucoup Hubert Etienne d'être intervenu sur l'antenne de France 24. Merci pour votre éclairage.